Bonjour, buenas tardes. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette édition, cette nouvelle édition de nos conférences en ligne consacrées à vous, chers collègues, enseignants, professeurs en Bachibak. Vous êtes en train de vous connecter. Merci de vous être mobilisés, de vous être inscrits. Bien évidemment, c'est un moment important pour nous de pouvoir vous proposer ces webinaires, comme on dit maintenant, sur la thématique, enfin sur les nombreuses thématiques Bachibak. Je remercie tous les collègues qui ont pu se rendre disponibles aujourd'hui, sachant que bien évidemment, vous êtes pour la plupart soit tout juste sortis des épreuves externes de Bachibak, justement, de cette promotion 2021, soit pour certains d'entre vous qui nous l'ont fait remarquer, qui ne pourraient pas bien sûr être disponibles pour ce webinaire d'aujourd'hui, en tout cas en direct, mais comme à l'accoutumée, et bien évidemment je le rappellerai en fin de séance, vous aurez accès à ce webinaire ensuite en différé puisqu'il sera enregistré. Voilà. Écoutez, je me présente de nouveau. J'espère que vous n'en aurez pas marre de m'entendre dire cette petite phrase d'introduction. Je suis donc Sébastien Portelli, attaché de coopération pour le français basé à Barcelone et également cette année particulière attaché de coopération éducative pour l'ensemble de l'Espagne. Le pôle de coopération éducative et linguistique, comme vous le savez, est directement impliqué dans le dispositif Bachibak en Espagne, puisque nous accompagnons le plus possible, bien évidemment, la formation continue de vous, les collègues enseignants. Nous travaillons en lien, bien évidemment, avec les autorités éducatives des différentes consejerías de l'éducation et le ministère de l'éducation nationale en Espagne. Et nous travaillons aussi, et le webinaire d'aujourd'hui en a un bel exemple, dans un réseau beaucoup plus finalement complet, beaucoup plus vaste, beaucoup plus imbriqué, puisque le webinaire d'aujourd'hui consacré à l'histoire, cette fois à l'enseignement de l'histoire en section Bachibak, va être animé, et je l'en remercie déjà vivement, par Philippe Merlot, que vous voyez à l'écran, et qui, lui, est enseignant d'histoire géo donc, au lycée français de Bilbao. Donc, Philippe Merlot est un collègue de ce qu'on appelle le réseau homologué des établissements français à l'étranger, en l'occurrence ceux d'Espagne, qui regroupe ce que vous connaissez communément sous l'appellation lycée français. Donc, Philippe Merlot, nous sommes vraiment ravis de t'accueillir aujourd'hui à ce webinaire. Merci d'avoir accepté de participer à cette conférence, appelons-la comme ça, et merci d'avoir accepté de participer du coup à la formation continue et à l'apoyo qu'on peut donner à tous nos collègues du réseau Bachibak d'Espagne. Je vous rappelle 120 sections aujourd'hui en Espagne. Gros succès de ce dispositif qui, je vous le rappelle, est une priorité de coopération bilatérale entre la France et l'Espagne. Voilà, alors Philippe Merlot, je vais très vite lui laisser la parole parce qu'il a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Philippe Merlot est donc professeur d'histoire-géographie au lycée français de Bilbao. Je crois pouvoir dire, sans me tromper, que Philippe a dédié sa carrière entière à l'enseignement, à l'éducation, que ce soit en France, ou une grande partie du moins, que ce soit en France et beaucoup à l'étranger aussi. Philippe Merlot est également ce qu'on appelle dans un jargon, et vous savez que nous les Français, nous aimons bien tous ces acronymes, un EEMPC2, je le dis, je pense, de travers à chaque fois, je le dis à l'envers. Tu me corrigeras mieux, c'est-à-dire qu'il a aussi des fonctions en tant que formateur de formateurs auprès du public des enseignants du réseau des lycées français, mais aussi en termes de coopération éducative auprès des enseignants et des établissements du réseau scolaire, on va dire, de l'ensemble du territoire espagnol. Donc Philippe, merci de ta participation.
Je te laisse compléter mon propos de présentation, bien évidemment, hein, parce que je pense que j'ai été très, très sommaire. Chers collègues, donc vous connaissez plus ou moins la procédure. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux auditeurs parmi nous, mais vos micros et caméras ont été coupés par défaut pour laisser Philippe dérouler tranquillement sa présentation. Moi, je serai toujours connecté et j'agirai en tant que modérateur. Et donc, en cours de présentation, si vous avez des questions adressées à Philippe, notez-les dans le fil de discussion, qu'on appelle en bon français un chat, et je me ferai un plaisir de les lui adresser en fin de présentation. Voilà. Philippe, ben, si tu es d'accord, je te laisse la parole et je suis à ta disposition, bien évidemment, hein, pendant le webinaire. Si tu as besoin de m'interpeller, je serai à l'écoute. Bon, eh bien, c'est parti. Donc, je vais déjà partager mon écran pour me présenter. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Je pense que c'est celui-ci. Non, c'est celui-là. Voilà. Tac. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un peu perturbant de parler sans avoir de public. Je vais essayer de m'y faire. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, avec Sébastien, nous avons envisagé de faire une conférence, un webinaire autour des compétences à développer en classe d'histoire-géographie. Et donc, le titre, c'est comment permettre à nos élèves de développer des compétences en classe d'histoire-géographie. Et dans cette introduction, j'ai noté plusieurs collègues, donc des petits dessins notamment de Fabrice R, qui est un dessinateur qui dessine pour Le Monde et qui raconte toute sa vie de prof. Et c'est vrai qu'il est souvent confronté au chahut de ses élèves et qui recherche le silence. Et puis, cette petite phrase que j'avais trouvée, je ne sais pas où, quand je serai grand, j'aimerais être maîtresse parce que j'aime bien crier. Donc, est-ce que notre rôle d'enseignant est de crier et d'avoir le silence? Bon, nous savons bien que non. Et nous allons en parler plus longuement. Alors, après, comment je fais pour passer à la diapositive suivante? Voilà. Donc, j'ai prévu une intervention en 3 parties pour être bien cartésien. D'abord, vous parlez de la forme scolaire. Et c'est vrai que l'enseignement de l'histoire-géographie est souvent pris dans ce qu'on appelle la forme scolaire. Je vais essayer de vous expliquer un peu plus ce qu'on entend par cette forme scolaire. Et ensuite, nos directives, nos prescriptions, qu'elles soient en Espagne ou en France, nous amènent à développer des capacités et des compétences chez nos élèves. Donc, essayer de faire le tour, qu'est-ce que c'est que quelles sont ces fameuses capacités, de quoi parle-t-on? Et enfin, qu'est-ce qu'être compétent pour un élève en histoire-géographie? Et puis, pour conclure, je vous présenterai quelques pistes de mise en œuvre pour travailler avec nos élèves, ces compétences et ces capacités. Alors, quelques mots, Sébastien m'a déjà présenté. Donc, mon statut au sein du lycée français de Bilbao et dans la péninsule ibérique, c'est ce qu'on appelle un EEMCP2, c'est-à-dire un enseignant expatrié à mission de conseil pédagogique. Donc, c'est un contrat de 5 ans où je suis détaché de l'éducation nationale. Moi, je suis fonctionnaire de l'éducation nationale française, où je suis détaché pour 5 ans dans un pays étranger, donc en l'occurrence en Espagne, pour pouvoir former les collègues qui enseignent dans les lycées français du réseau de l'AEFE. Donc voilà, j'ai une partie de mes cours au lycée français de Bilbao et l'autre partie de mon temps est consacrée à la formation de mes collègues. Et autrement, je suis originaire d'une petite île de l'océan Indien. Donc, j'ai directement fait le voyage de l'océan Indien jusqu'en Europe, une petite île qui s'appelle l'île de la Réunion, qui est située à côté de l'île Maurice et qui est un territoire français d'outre-mer, un département, pardon, français de l'outre-mer. Et ici, je suis avec quelques-uns de mes élèves. Et cette petite île, située à 10 000 km de la métropole, est caractérisée par une population très métissée avec des arrivées d'Européens, d'Africains, d'Indiens, ce qui lui donne une caractéristique propre, la culture de l'île de la Réunion. Nous en reparlerons tout à l'heure. Voilà, donc d'abord, je voulais évoquer avec vous cette fameuse forme scolaire. Alors, je risque d'être un petit peu caricatural, ne m'en voulez pas.
mais il y a des choses dont nous sommes encore très dépendants dans notre enseignement de l'histoire-géographie. Alors, normalement, ça aurait dû être une animation, mais ça ne fonctionne pas. Je voulais commencer par vous expliquer qu'être enseignant, que ce soit d'histoire-géographie ou de n'importe quelle discipline, c'est avant tout un métier complexe. Compliqué, oui, mais complexe aussi. Complexe parce que nous devons articuler différentes contradictions, différentes injonctions qui ne vont pas toujours très bien les unes avec les autres. Nous devons composer avec le contexte de notre établissement. Nous ne pouvons pas faire sans le contexte. Nous devons suivre nos programmes. Eh oui, nous devons suivre nos programmes. Mais nos programmes ne sont pas tout. Derrière nos programmes se cachent aussi des finalités disciplinaires. Former un citoyen, développer l'esprit critique, ça va souvent au-delà du programme. Oui, mais nous devons aussi composer avec les familles. Et dans les réseaux français des lycées à l'étranger, les familles sont souvent très présentes et nous posent quelquefois même des problèmes. Donc nous devons composer aussi avec nos familles. Et puis nous devons composer avec l'opinion publique. Je dis l'opinion publique sur le métier d'enseignant, sur l'école, etc. Nous ne pouvons pas en faire abstraction. Et puis, nous avons ces fameux savoirs de référence, ces savoirs universitaires qui, quelquefois, entrent en contradiction avec les programmes. Et puis, nous avons les savoirs de nos élèves. Nos élèves ne sont pas toujours très compétents et nous devons travailler à partir d'où ils en sont pour les emmener jusqu'aux objectifs finaux. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi le contrat didactique. C'est en fait, en quelque sorte, un contrat implicite entre ce que les élèves attendent de nous et ce que nous attendons de nos élèves. Donc voilà, tout un ensemble de prescriptions qui sont souvent contradictoires et que nous devons articuler ces contraintes pour construire notre enseignement. Donc, loin de moi d'avoir des leçons à donner, hein, parce que ça fait maintenant presque 30 ans que je suis enseignant. Et depuis 30 ans, je m'échine à essayer d'articuler ces contraintes en ayant quelquefois des réussites, mais aussi des échecs. Donc, c'est un métier complexe. Et ce que je vais vous présenter ne reste qu'un début d'analyse de mon expérience professionnelle. Et je suis loin d'avoir fait le tour et je pense qu'il faudra plus d'une vie pour en faire le tour. Alors voilà, quand on nous présente l'école de demain, l'école du futur, voilà en gros ce qu'on nous présente. Des élèves connectés, un grand écran numérique, mais des instruments technologiques. Mais que vois-je? Un enseignant au tableau en train de présenter une leçon. D'autres images qui montrent l'école du 21e siècle. On y voit des installations hyper modernes, des gamins connectés, des élèves hyper attentifs. Mais où est le professeur? Le professeur est devant ses élèves et il professe, quels que soient les progrès de la technologie. Nous sommes en 2021, une classe lambda, des élèves avec leurs écrans, des élèves avec leurs tablettes. Nous sommes en 1956, la célèbre photo de Douaneau, où nous voyons le petit gamin ici en train de rêver, qui est devant son ardoise. Et finalement, qu'est-ce qui a changé entre 56 et 2021? Une tablette, une ardoise. Là, un photographe facétieux a remplacé les ardoises par des tablettes en couleur. Et finalement, qu'est-ce qui a vraiment changé? Est-ce que la technologie, qui est de plus en plus présente dans nos classes, a vraiment changé notre manière d'enseigner? Ce matin, pour préparer ce webinaire, j'étais faire une recherche sur Google Images. J'ai tapé salle de classe. Et voilà ce qui est apparu sur Google Images. Des salles de classe, à peu près toutes les mêmes. Des élèves, alors on pourrait dire, pour être un peu vulgaire, en autobus, les uns derrière les autres, un tableau, l'artefact, et puis un maître devant le tableau. Donc, il semblerait que depuis bien longtemps, la forme scolaire, malgré la technologie, eh bien, n'a pas beaucoup changé. Vincent Fayet, je vous ai mis ici, vous aurez à l'issue de ce webinaire l'accès à ce PowerPoint. Vincent Fayet, qui est un collègue de SVT, Sciences et Vie de la Terre en métropole,
avec beaucoup de facéties, montrer cette photo d'une classe à Arras, il y a quelques années, nous sommes en 2019-2020, et en comparaison, montrer cette carte postale d'un collège de jeunes filles à Arras au début du XXe siècle. Que s'est-il passé? Ben, certainement pas grand-chose. Si, la mixité, bien entendu. Mais outre la mixité, les élèves sont toujours disposés pareil, le maître est toujours au même point. Et lorsque je fais dessiner, ça c'est ce qu'on appellerait de la géographie sensible. Vous voyez ici, là, en haut à droite, je fais dessiner à mes élèves de sixième leur représentation du lycée, comment ils se voient dans le lycée. C'est une forme de géographie, mais pas une géographie euh, dominante, une géographie du sensible. Comment vois-tu ton lycée? Et donc, on voit bien des élèves les uns à côté des autres, chacun un peu dans sa tête. Lui, il a les oreilles qui fument, lui, il fait la tête, lui, il dort, lui, il pense à ses examens, lui, il pense aux vacances. Et un peu, nous sommes dans le modèle d'Harry Potter. Il suffirait en fait de bien écouter un professeur, un peu comme ici, là, une salle d'examen du lycée français de Bilbao. Et si j'écoute bien mon professeur, eh bien, je vais bien réussir mes études. Donc voilà, avec un peu d'humour, comment on pourrait caractériser, et ça a déjà été théorisé, nos élèves, chacun dans sa bulle, bien concentré, en train d'écouter son enseignant. Voilà la clé de la réussite. Voilà quelle serait la clé de la réussite. Alors, il faut bien comprendre que cette manière d'enseigner est proprement culturelle. En Europe, du Sud, on va dire dans les pays latins, d'obédience catholique, nous avons développé une manière d'enseigner qui s'appelle la classe simultanée. Il s'agit en fait, comme on le voit ici sur cette photo du début du siècle, euh, une école de garçons, la leçon d'écriture, le professeur montre le geste et tous les enfants font le même geste en même temps. On apprend de manière simultanée. Dans d'autres endroits du monde, notamment dans les pays anglo-saxons, d'obédience plutôt protestante, on avait développé une autre manière d'enseigner qu'on appelait la classe mutuelle. Donc, on pourrait revenir sur les implications religieuses autour de la lecture de la Bible, etc. L'explication pour la France est beaucoup plus simple. Il s'agissait en fait d'affirmer les valeurs de la République et de faire passer les idées de la République. Donc, trois personnages qui ont eu une importance dans l'histoire de l'éducation et qui nous ont amené cette forme scolaire. Bon, Jean-Baptiste de La Salle, je ne vous le présente même pas, et donc avec ses écoles de jésuites, qui lui avait pensé que pour mieux différencier l'enseignement, il s'agissait de mettre des enfants du même âge dans une même classe et que là, ça allait passer tout seul parce que c'était bien entendu, les enfants du même âge avaient les mêmes compétences et la même capacité à apprendre tous en même temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, pendant le Second Empire, François Guizot, qui était le ministre de l'Instruction publique, a commencé à développer des écoles qui n'étaient pas encore des écoles publiques en France, mais des écoles communales. Et en fait, les premiers maîtres étaient eux-mêmes des maîtres qui avaient été formés par les jésuites. Et enfin, quand Jules Ferry met en place les lois de la République sur l'école laïque, gratuite et obligatoire, eh bien, les enseignants qu'il va recruter étaient eux-mêmes des enseignants qui avaient suivi l'école des jésuites. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec les fameux hussards noirs de la République, ou ces monuments de la Troisième République en France, avec la mairie, l'école de filles et l'école des garçons d'un autre côté, dans une façon de faire où, en fait, on était là pour diffuser et inculquer l'histoire de la République. Alors, bien entendu, il y avait d'autres choses qui étaient en jeu. L'écriture, le calcul, être capable de pouvoir accéder à des postes un peu plus qui demandaient un peu plus de compétences. Mais néanmoins, derrière, et surtout dans notre enseignement de l'histoire-géographie, il y avait le roman national à faire passer. Et pour faire passer ce roman national, il était important de mettre en place un système plutôt transmissif,
où les élèves allaient recueillir la parole du professeur. Alors, je n'ose pas parler de catéchisme républicain, quoique ça a été évoqué par certains historiens, mais c'est ainsi que s'est formé ce qu'on appellerait aujourd'hui la forme scolaire. Et cette forme scolaire est d'autant plus présente dans certaines disciplines plus que dans d'autres. Et c'est vrai que l'histoire-géographie, de par sa fonction dans l'éducation française, dans le système éducatif français, a pris toute sa place. Donc voilà, Guy Vincent, donc je vous ai mis les références. Guy Vincent, sociologue, qui a théorisé cette forme scolaire. Et puis après, je ne peux pas ne pas citer Michel Foucault, qui explique comment s'est mis en place cette société du contrôle à travers l'école, mais il parle aussi des hôpitaux, des prisons, je ne sais pas si vous connaissez son œuvre. Ça pourrait nous renvoyer aussi aux écrits d'Ivan Illich, Une société sans école. Bon, bref, toute une réflexion qui va, on va dire, des années 70-80 autour de cette forme scolaire. Et aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, 40 ans plus tard. Est-ce que nous en sommes vraiment sortis? Voilà. Alors, des didacticiens comme François Audigier, didacticien de la géographie, a écrit de nombreux articles pour montrer que finalement, notre enseignement, malgré toute notre bonne volonté, et ça, on a du mal à échapper, nous étions en quelque sorte pris avec cette forme scolaire, un peu prisonniers, ou tout du moins en difficulté avec cette forme scolaire. Je vous ai également donné ici une référence, Guy Brousseau, qui lui n'était pas du tout un didacticien de la géographie, mais un didacticien des mathématiques, et qui a évoqué, en fait, qui a essayé de théoriser ces situations didactiques, ces situations de classe dans lesquelles nous reproduisons, même sans le vouloir, la forme scolaire. Voilà. Alors, donc, pour éviter cette forme scolaire, pour essayer de s'en échapper, il faudrait mettre nos élèves en activité. Alors, tout de suite, avant d'aller plus loin, je voudrais vraiment lever un malentendu. Ne pas confondre la mise en activité des élèves avec l'activisme. On peut avoir des élèves qui paraissent très actifs, qui bougent dans tous les sens, qui parlent, qui sont très actifs et qui finalement ne sont pas spécialement en activité. Ils sont dans une forme d'activité, mais ils bougent. L'activité peut être une activité presque invisible, des élèves qui écoutent, qui réfléchissent. Quand on parle d'activité, on parle bien d'activité intellectuelle de l'élève et pas spécialement d'une activité physique, même si quelquefois, et ça a été prouvé par plusieurs auteurs, l'activité physique peut aider à l'activité intellectuelle. Bref, dans nos nouveaux programmes français, nous avons vu apparaître, donc les nouveaux programmes datent d'il y a 1 an, 2 ans, pardon, excusez-moi. Et donc, il y a 2 ans, nous avons vu apparaître cette phrase que le professeur d'histoire-géographie était là, bien entendu, pour aider ses élèves à acquérir des capacités, mais surtout le professeur de géographie et d'histoire-géographie était là pour aider à la transmission de connaissances et aussi permettre à ses élèves d'avoir une écoute active. Alors, cette petite phrase de l'écoute active a fait beaucoup de bruit en France parce qu'on s'est demandé si ce n'était pas le retour, en fait, à quelque chose d'un peu archaïque du professeur qui devait professer. Ferdinand Brunetière, euh, quelqu'un qui était un peu hostile à la Troisième République, enfin surtout à la Commune de Paris, avait écrit Ayons des professeurs qui ne songent qu'à professer, moquons-nous de la pédagogie et débarrassons-nous de ceux qui, au nom de la pédagogie, empêchent nos professeurs de professer. Donc, il y a eu toute une petite polémique en France. Est-ce que ce retour dans les textes officiels de l'écoute active de la part des élèves n'était pas un retour, en fait, un peu réactionnaire aux professeurs qui professent? Alors, je lève tout de suite le doute. Notre doyen de l'inspection générale d'histoire-géographie, Jérôme Grondeux, a bien précisé que l'écoute active, c'était bien apprendre à écouter, apprendre à trier, apprendre donc à décoder un discours et que ce n'était pas du tout une posture passive de la part de l'élève, mais bien un travail d'activité intellectuelle. Alors, donc, nous sommes bien d'accord, des élèves
qui peuvent sembler passifs assis à leur table ne sont peut-être pas spécialement passifs. Et des élèves qui semblent actifs parce qu'ils bougent dans tous les sens ne sont peut-être pas spécialement actifs intellectuellement. Donc, ce que nous allons bien chercher, c'est l'activité intellectuelle de l'élève. Juste pour signaler, en fait, nous sommes sur un vieux débat qui est vieux comme l'éducation. Déjà, même Platon en parlait, entre en fait ceux qui prônent la transmission et ceux qui prônent la construction des savoirs. Alors, en fait, les deux camps, on peut faire une très bonne synthèse de ces deux camps. Ici, je vous présente Marcel Gauchet, qui est un philosophe de l'éducation français et qui, lui, défend vraiment que le travail de l'enseignant, le travail de l'éducation, c'est de transmettre. Donc, transmettre. Mais on n'est pas contre, bien entendu, qu'à un moment, la génération la plus âgée a à transmettre des choses à ses enfants. Et puis ici, à ma droite, vous avez Jean-Pierre Astolfi, qui lui a vraiment défendu des thèses socio-constructivistes. Il faut mettre les élèves en activité pour qu'ils construisent leur savoir. Bon, les deux thèses ne sont pas autant antagonistes qu'on veut bien le croire. Il va y avoir des moments où le professeur transmet et il va y avoir aussi des moments où l'élève construit. Si le professeur ne fait que transmettre, ça va réussir qu'à un petit pourcentage des élèves. Si les élèves ne sont qu'en activité, ils vont construire certainement des compétences et des connaissances, mais ça va prendre tellement de temps qu'à un moment, ils seront peu compétents. Donc voilà, un faux débat, mais un vrai débat au sein de l'éducation qui, quelquefois, sur les réseaux sociaux, dégénère. Il y a eu quelques échanges assez virulents entre les partisans de la transmission et les partisans de la construction. Alors, si on en revient à notre discipline, l'histoire, lors d'une conférence, lors d'une réunion parents-professeurs, un parent m'avait dit en cours d'histoire, il s'agit de bien écouter hein, pour retenir. Donc, son élève avait de mauvaises notes, c'est certainement parce qu'il n'écoutait pas assez bien, qu'il ne mémorisait pas assez bien. Et donc, c'était facile. En fait, finalement, l'histoire, les mathématiques, il faut avoir la bosse des maths. L'histoire-géographie, il faut bien écouter, puis après, on a réussi. Alors, il y a un texte essentiel, mais essentiel et qui m'a beaucoup apporté. C'est un texte écrit par Nicole Lautier et Nicole Allieu-Marie qui décortique en fait notre manière de faire. Alors, notre manière de faire couramment. Même si on ne veut pas être comme ça, régulièrement, on se retrouve pris dans ce qu'elles appellent des boucles didactiques. Je m'explique. Pour beaucoup d'élèves, l'histoire scolaire est souvent conçue comme une discipline de mémorisation et de savoir factuel non problématisé. Charlemagne, c'est telle date. Clovis, c'est telle date. La chute de l'Empire byzantin, c'est telle date. Et c'est vrai que lorsqu'on analyse des productions d'écrits, que ce soit en classe ou dans les examens, donc en France, nous avons le brevet des collèges ou le baccalauréat, eh bien, lorsqu'on lit les copies, on est souvent assez déçu parce qu'on voit des élèves qui récitent un exercice de mémorisation et qui finalement ne problématisent pas les savoirs. Et on a l'impression, eux aussi, qu'ils récitent une forme de catéchisme. Alors, d'où ça vient François Odigier, dont je vous parlais tout à l'heure, dans sa thèse, qu'il a soutenue en 1993, avait étudié en fait les représentations que les élèves, que nos élèves, se faisaient de cette discipline de l'histoire-géographie. Donc lui, il s'était arrêté sur l'histoire, mais très intéressant. Il en avait extrait ce qu'il appelait le système des 4 R. Alors, le système des 4 R, c'est un moyen mnémotechnique pour essayer d'expliquer 4 choses autour de l'histoire scolaire. D'abord, nous avons tendance à enseigner l'histoire comme étant le réel. Ce que je vous raconte, les enfants, c'est ce qui s'est passé. Et quand je renvoie à tout à l'heure à l'histoire de la Troisième République, on le comprend très bien. Pour la Troisième République, il était important de mettre en place un roman national avec une histoire qui était réelle et en fait que le but de l'histoire était d'aboutir à la République. Deuxième R, le refus du débat. C'est vrai que
le savoir historique est toujours présenté comme une vérité intemporelle. L'histoire scolaire, à de très rares exceptions près, n'évoque pas l'historiographie, n'évoque pas les débats entre les historiens, n'évoque pas comment certaines thèses ont évolué. Troisième, les résultats. On nous présente toujours les résultats de la recherche, mais on ne nous montre jamais comment cette recherche a été mise en œuvre. Donc, dernière chose, nous avons aussi dans nos disciplines des finalités civiques, donc de faire passer en fait, un savoir, de construire une culture commune. Et pour construire cette culture commune, souvent nous sommes amenés peut-être à des raccourcis, peut-être à élaguer certaines choses. Donc, ce qui fait qu'au bout du compte, quand on additionne ces 4 R, on a sous les yeux une forme de discipline qui n'a pas à être enseignée, mais qui a à être transmise. Et c'est ça la grande difficulté que nous allons rencontrer en histoire-géographie, et surtout en histoire plutôt qu'en géographie, c'est qu'il va falloir faire comprendre aux élèves que nous ne sommes pas en train de dévoiler un savoir, mais que nous sommes, nous aussi, en train de construire des savoirs. Une citation du texte de Nicole Adieu-Marie et Nicole Lothier. Beaucoup d'enseignants d'histoire-géographie se réfèrent à un modèle d'enseignement positiviste, donc très 19e siècle, visant la transmission d'un savoir factuel qui dirait le vrai sur le monde. Le cours dialogué, qui est une manière de fonctionner assez régulière, avec une succession de boucles didactiques, donc les voilà nos fameuses boucles didactiques, caractérise cet enseignement, exposé du savoir par le maître. Le maître interroge ensuite les élèves. Ensuite, il interroge les élèves, puis il reformule leurs réponses pour ensuite institutionnaliser le savoir. Et ensuite, il repart. Et voilà comment se forment les fameuses boucles didactiques. Comme le savoir historique ne se construit pas, il s'agit juste de les dévoiler pour ensuite se l'approprier par la mémorisation. Les élèves et leurs familles formulent ainsi cette représentation en cours d'histoire. On doit bien écouter pour bien retenir. Alors, moi, je me reconnais beaucoup dans ce qu'écrit les deux Nicole. Tout au long de ma carrière, j'ai essayé de m'émanciper de cette manière de faire. Ouh là là, que c'est difficile. Donc, l'idée ne serait pas de transmettre seulement un savoir et de le dévoiler, mais de permettre aussi à nos élèves de développer des capacités, des méthodes et des compétences. Alors, maîtriser des capacités, alors de quoi parle-t-on vraiment? Pour illustrer cette notion de capacité, je vous propose un petit exercice. Ça serait plus sympathique si nous pouvions le faire en direct, mais bon. Je suis parti en fait du référentiel de compétences français au niveau du cycle 4. Donc, c'est donc les classes de français qu'on appelle 5e, 4e, 3e, qui correspondent à la première, deuxième et troisième année de SO. Nous devons former nos élèves à se repérer dans le temps, construire des repères historiques. D'accord. Et ensuite, pour simplifier la tâche, la prescription nous indique des compétences qu'on pourrait appeler secondaires, et notamment, nous devons former nos élèves à situer un fait dans une époque, une période donnée, ordonner des faits les uns par rapport aux autres. Donc, je vous propose un tout petit exercice autour d'ordonner les faits les uns par rapport aux autres. Voilà, donc j'ai pris 6 représentations féminines à travers l'histoire et je vais vous demander d'être capable de les classer. Alors, pour les classer, il va donc falloir que l'on utilise une classification. Alors, la classification qui me semble la plus simple, c'est de prendre les grandes périodes de l'histoire, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, l'époque moderne, l'époque contemporaine. Donc voilà une tâche qui n'est même pas une tâche complexe, c'est une tâche scolaire. On demanderait à des élèves de classer ces différentes représentations de la féminité selon les différentes périodes de l'histoire. Je vous laisse une minute pour réfléchir à ça.
Donc, lorsqu'on fait ce type d'exercice, on mobilise en fait énormément de choses. Donc, vous êtes enseignant d'histoire, géographie, vous avez fait des études supérieures, vous avez des références culturelles, donc vous allez mobiliser toutes ces connaissances. Vous allez également travailler sur des comparaisons. Vous allez comparer cette statue avec cette statue. Vous allez faire des analogies parce que peut-être que vous ne connaissez pas, par exemple, cette statue, mais vous allez faire des analogies avec des choses que vous connaissez. Donc, vous allez mobiliser tout un ensemble de choses et puis aussi une certaine volonté, la volonté d'avoir envie de réussir l'exercice. Donc, mobiliser des connaissances, mobiliser certaines capacités, et aussi certains savoir-être, d'avoir envie de relever le défi. Bien, bon, voilà à quoi normalement vous devriez aboutir. Donc, 2 statuettes qui dateraient de la préhistoire, 2 statues qui dateraient de l'Antiquité, une du Moyen Âge, une de l'époque contemporaine, et puis il n'y en a pas pour l'époque moderne. Donc voilà, là, vous venez d'expérimenter la capacité classée, être capable de classer des choses, donc là en l'occurrence des statuts, selon des normes que je vous avais proposées. Mais on peut être encore plus fin. On peut, après, à l'intérieur même de ces classes, décider de ranger ces statuts. Et là, ça devient plus difficile parce que entre la statue numéro 2 et la statue numéro 5, laquelle est antérieure à l'autre? Entre la statue numéro 4 et la statue numéro 6, laquelle est postérieure à l'autre? Donc là, ça va demander certainement plus d'observation, de faire appel à des connaissances extérieures et à un moment, peut-être que vous n'allez pas y arriver parce qu'il va vous manquer aussi des connaissances. Donc tout ça pour dire que les capacités ne sont jamais des capacités en l'air, des capacités absolues, mais toujours des capacités qui vont reposer sur des connaissances. Donc le faux débat qui consiste à opposer capacité et connaissance est complètement dépassé. Pour réaliser, pour être capable, je parle bien de capacité, pour être capable de réaliser cette tâche, il faut aussi mobiliser des connaissances. Bien. Donc, la réponse est celle-ci. Vous avez ici l'ordre vraiment chronologique de ces différentes statues. Je m'explique. Alors, vous les connaissiez peut-être, vous ne les connaissiez peut-être pas, mais ici, la Vénus, la statue d'Adam au fauve, il y a bien une antériorité de la Vénus par rapport à la Dame au fauve. Et puis ensuite, la statue d'Isis est bien entendu postérieure. Alors, pourquoi cela? Eh bien, parce qu'on va convoquer, là, du coup, nos compétences, nos connaissances historiques. Comme l'a très bien montré Yuval Noah Harari, dont je vous conseille vraiment l'ouvrage Sapiens. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, moi ça m'a enchanté. Il montre très bien que, la maîtrise ici des animaux, de la faune sauvage, et d'être capable d'être assise en plus en train d'accoucher avec 2 bestioles de chaque côté, c'est déjà la domination de l'homme sur la nature. Nous sommes passés au néolithique, ou si ce n'est pas le néolithique, nous sommes aux prémices du néolithique. L'homme est déjà capable de maîtriser cette nature. Tandis que ici, nous sommes vraiment dans le paléolithique. L'homme est un élément de la nature. Et puis, bien entendu, avec Isis, nous sommes passés à autre chose, nous sommes passés à l'Antiquité. Donc voilà. Et puis après, c'était peut-être un peu plus simple de remettre ces statuettes dans l'ordre, avec, comme vous le voyez ici, une référence, la Vierge allaitant l'enfant, Isis allaitant. Donc la Vierge, peut-être comme expression aussi des divinités de la fécondité, allons savoir. Et puis la statue, les statues de Niki de Saint-Phal, qui ne sont pas sans rappeler quelques statuettes du paléolithique. Alors voilà, donc une capacité que je viens vraiment de vous montrer en 4e vitesse. Une capacité, c'est donc la capacité de pouvoir faire quelque chose. C'est donc une activité que l'on exerce. Donc dans nos classes, c'est ce que l'on va rechercher. On va chercher pour nos élèves à acquérir des savoirs, mais comme on vient de le voir à l'instant, acquérir des savoirs pour des savoirs, ça ne veut rien dire.
Donc, acquérir des capacités pour maîtriser des savoirs. Donc, c'est une activité intellectuelle, stabilisée, reproductible dans divers champs de la connaissance. Et souvent, on pourrait dire que capacité, c'est le synonyme de savoir-faire. Si je sais faire quelque chose, c'est que je suis capable de la faire. Donc, je le répète, et ça me semble très important pour éviter les malentendus, aucune capacité n'existe à l'état pur. Toute capacité ne peut se manifester qu'à travers la mise en œuvre de contenu. Donc, il n'y a pas les savoirs d'un côté, les capacités de l'autre. On travaille des savoirs en travers des capacités et on travaille des capacités à travers des savoirs. Alors, on peut distinguer, après, si on veut être plus fin, différentes capacités. Des capacités transversales. Souvent, les capacités sont transversales. Maîtriser la langue, à l'écrit, à l'oral, être capable de décrire, de caractériser, de comparer, d'expliquer, de classer. Voilà des capacités transversales qui vont être utiles en histoire, en français, en physique, en mathématiques, etc. Et puis après, on va pouvoir identifier des capacités peut-être un peu plus fines, purement disciplinaires. Être capable de se situer dans le temps, de lire une carte, d'élaborer un récit historique, etc., etc. Donc voilà. Pour aller vite, les capacités, elles se développent tout au long de notre vie. Je vous en ai mis quelques-unes ici. Être capable de comparer, être capable d'analyser, être capable de sérier, donc faire des séries, d'être capable d'observer. Et plus je vais grandir, plus je vais devenir expérimenté, plus je vais devenir compétent dans ces capacités. Alors certaines, je vais rester un peu débutant, et puis d'autres, je vais devenir expert. Voilà comment se déroule un peu mon existence. Et c'est ça qui est sympa, c'est que plus on vieillit, normalement, plus on devient compétent. Ah, quoique, certaines capacités peuvent nous jouer des tours, des capacités physiques, des capacités même de mémorisation. Là, je vous ai mis une petite illustration d'un livre que j'avais beaucoup aimé, Jean-Yves Poncet, qui en fait explique quelques méthodes de mémorisation. Il dit, voilà, si vous avez une liste de courses et que vous devez acheter 3 oranges, 2 pommes, une allumette, etc., 5 bouteilles d'eau, comment allez-vous retenir cette liste de courses? Et il donne un moyen mnémotechnique, c'est son moyen à lui, de nous permettre de mémoriser ces listes. En fait, il va nous expliquer, donc je reviendrai à ça tout à l'heure, qu'il associe en fait une image à un chiffre. Ainsi, le 1, il associe un drapeau parce que ça ressemble. Le 6, il associe un éléphant. Enfin, c'est sa méthode. Et donc, en fait, il fait ce qu'il appelle des associations mentales d'images et ça lui permet d'être un moyen mnémotechnique pour pouvoir retenir plein de choses. Et donc, ensuite, pouvoir retenir sa liste de courses. Voilà à quoi ça ressemblait. 3 oranges, c'est égal, en fait, aux menottes multipliées par 3. Et donc, il explique, bon, j'ai expérimenté, des fois ça marche, des fois ça marche pas très bien, mais c'est une technique pour pouvoir justement compenser eh bien, notre perte de mémorisation. Parce que moi, j'ai bien constaté, même en ayant fait des études d'histoire, qu'en vieillissant, ma mémoire n'est plus aussi performante qu'autrefois. Donc, la capacité, elle progresse tout au long de la vie, mais certaines capacités peuvent progresser et puis aussi descendre. Et puis, c'est même pas si simple. Certaines capacités peuvent augmenter très vite à un moment, redescendre, remonter. Enfin, bref, rien n'est simple. Nous sommes dans de l'humain. Si je vous pose cette question, voilà une vraie question. Eh bien, il va s'agir en fait de trier. Trier, c'est-à-dire être capable de choisir entre ces personnages qui ont été des premiers ministres et d'autres qui n'ont pas été des premiers ministres. Nous sommes dans la capacité de trier. Eh bien, trier, c'est quelque chose qu'on va utiliser dans plein d'autres disciplines, qu'on va utiliser dans la vie quotidienne, qu'on étudie dès la classe maternelle en triant les crayons de couleur, etc. Donc là, pour trier qui a été Premier ministre et qui n'a pas été, eh bien, nous sommes vraiment là obligés de mobiliser des connaissances. Donc, trier, c'est se fixer une norme, la comparer à différents objets et ensuite essayer de déterminer si nous sommes dans la norme ou pas dans la norme. Je vous donne un autre exemple de capacité. Ranger, on l'a déjà vu tout à l'heure avec nos petites statuettes. Donc, ranger, c'est également la même chose. Donc là, je range mes premiers ministres
de la Ve République est rangé, donc c'est attribué à un objet une grandeur mesurable, puis les ordonnées. Voilà une capacité qu'on va développer en histoire, mais qu'on va développer également dans d'autres disciplines. Une petite dernière, classer. Ah, classer, ça c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans nos disciplines. Voilà un certain nombre de guitaristes. Comment les classer? Par genre, par style, par époque, par électrique, pas électrique. Vous voyez, les possibilités sont nombreuses. Voilà, ce que je peux faire pour des guitaristes, je peux le faire également pour des régimes politiques, pour des pays, etc., etc. Donc, regrouper des objets qui ont une caractéristique commune. Bref, ce que je voulais vous montrer, c'est que ces capacités sont souvent des capacités transversales, pas toujours, mais la plupart du temps, que l'on travaille au quotidien en histoire, mais aussi dans d'autres disciplines. Alors, vous allez me dire, oui, mais ranger, trier, classer, bon, c'est quand même des capacités un peu basiques. Alors, détrompez-vous. Lorsque je donnais ça à faire à mes étudiants, lorsque j'enseignais à l'université sur l'île de la Réunion, je leur demandais en fait d'être capables d'exposer à l'oral les principaux enseignements d'un texte scientifique. Donc là, on partait sur vraiment du scientifique, des historiens qui écrivaient des thèses, et comment en extraire l'essentiel. Eh bien, ça aussi, c'est une capacité, c'est un savoir-faire. Comment prendre un texte complexe, un texte universitaire, et en extraire la subscientifique moelle. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que je progresse dans mes capacités, ok, tout au long de ma vie. Mais aussi, plus je vais progresser, plus je vais combiner ces capacités pour obtenir ensuite des capacités supérieures, encore plus précises. Et donc, par exemple, cette capacité qui est être capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire, eh bien, c'est quelque chose qui ne peut pas être enseigné dès le début de la scolarité, mais vers lequel on va tendre, c'est-à-dire la capacité, en fait, à mobiliser plusieurs capacités. Et donc, quand je suis capable de mobiliser plusieurs capacités, je suis presque devenu compétent. Alors, je passe là-dessus, sinon ça va être trop long, mais je vous signale cet auteur belge cet auteur belge qui a essayé de distinguer les différentes capacités que l'on utilisait en classe, un petit peu ces capacités transversales. Je ne vais pas m'arrêter dessus. Je vous signale aussi cet auteur, Schallenberg, qui est didacticien de l'histoire et qui a montré que l'on pouvait mettre en œuvre des activités plus ou moins complexes avec nos élèves, des capacités plus ou moins difficiles à mettre en œuvre, en s'inspirant de ce qu'on appelle la pyramide de Bloom, des activités intellectuelles. Et donc, qui a montré que en classe, souvent, nous étions dans ce type d'activité restituer, comprendre, appliquer, qui restent des activités qu'il appelle un peu de basse tension intellectuelle, qui sont nécessaires à maîtriser, mais qui restent de basse tension intellectuelle, et que des capacités beaucoup plus ambitieuses, comme analyser, synthétiser, évaluer. Alors, évaluer, ça c'est très difficile pour nos élèves. Être capable d'évaluer si le discours d'un homme politique ou un texte historique est sérieux, pas sérieux, crédible, pas crédible, franc, pas franc, etc., était beaucoup moins utilisé en classe. Alors, je vous laisse pour analyse personnelle, parce que là, ça serait un stage complet, cette hiérarchie des activités que j'ai élaborée à partir des travaux de Schallenberg. Donc, à partir donc, de sa pyramide de complexité des tâches, tout un ensemble de consignes que l'on donne régulièrement à nos élèves pour essayer de déterminer ce qui serait un peu dans la basse tension intellectuelle, la haute tension intellectuelle, et d'être capable de parvenir à harmoniser notre enseignement pour éviter d'être toujours trop haut perché et de perdre nos élèves, mais aussi à un moment de toujours être en bas et de les ennuyer. Donc voilà quel est un outil intéressant. Donc voilà, Sébastien vient de m'envoyer un WhatsApp pour me dire qu'il était 17h47. Donc il est 17h51. Je laisse encore 10 minutes et après, j'en aurai terminé, ce qui fera environ 45 minutes d'intervention. Parfait, merci beaucoup Philippe. Il n'y a pas de quoi. Donc la troisième partie sera nécessairement plus rapide.
pour vous montrer la différence entre ses capacités et ses compétences. Parce que là, on a parlé beaucoup de savoir-faire. Savoir-faire, savoir-faire, savoir-faire. Mais finalement, qu'est-ce qu'être compétent? Alors, ce qui est intéressant, bon, j'aurais dû ressortir le texte de l'Union européenne. Dans nos systèmes éducatifs, que ce soit en Espagne ou en France, vous verrez qu'on parle finalement assez peu de capacités, alors que pour moi, c'est le cœur du problème, c'est les capacités, mais qu'on parle de compétences. Alors, cette notion de compétence a été développée dans un sommet européen, c'est le sommet de Lisbonne. Je crois que c'est le sommet de 2000, mais là, j'ai un trou de mémoire. Enfin bref, c'est de cette époque-là. Et en fait, de développer un cadre européen de maîtrise de certaines compétences qui ont été ensuite déclinées dans tous les pays de l'Union européenne. Alors, l'Espagne a pris une certaine direction, la France en a pris une autre. Bon, globalement, ça se recoupe. Il y a quelques petites différences de détails. Mais pour aller vite, une compétence, c'est l'aptitude à mobiliser des ressources, donc des connaissances, on vient d'en parler, des capacités, on vient d'en parler, des attitudes, on n'en a pas trop parlé, mais on voit bien ce que c'est, des savoir-être, pour accomplir une tâche ou faire face à une situation complexe ou inédite. Compétences et connaissances ne sont donc pas en opposition. Leur acquisition suppose de prendre en compte dans un processus d'apprentissage les vécus, les représentations des élèves pour les mettre en perspective, etc., etc. Donc, une compétence, et c'est bien ça sur lequel je voulais arriver aujourd'hui, ce n'est pas des capacités, ça va donc être une mise en situation. C'est dans une situation bien précise qu'on va pouvoir être capable d'estimer si nos élèves sont devenus compétents ou pas. Alors, je passe pour aller vite. J'aurais voulu détailler un peu plus précisément cette séance d'enseignement. Hier, en France, nous étions le 10 mai. Et le 10 mai, nous avons fêté le 20e anniversaire de la loi dite Taubira, qui est une loi française qui caractérise la traite et l'esclavage comme en fait un crime contre l'humanité. Et il y a quelques jours, le 27 avril, nous avons fêté le 173e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Donc, un travail que l'on peut faire avec nos élèves, c'est de travailler, bien entendu, sur cette abolition de l'esclavage. Donc, ce tableau, tableau gigantesque, hein, 2,60 m sur 4 mètres, qui a été peint en 1849, c'est-à-dire l'année suivant l'abolition de l'esclavage et la mise en place de la Deuxième République en France. Ce tableau nous dit quelque chose de l'abolition de l'esclavage. Alors, vous avez vos yeux de professeur d'histoire-géographie, vous pouvez certainement y voir des choses. Mais des élèves, eux, qu'est-ce qu'ils y voient? Alors, j'aurais voulu, bon, ça sera pour une autre fois, vous expliquer un peu plus précisément comment des élèves avaient analysé ce tableau. L'idée, c'était de leur permettre, nous sommes plutôt en fin d'année scolaire, de voir comment ils se débrouillaient pour produire un modèle explicatif de l'abolition de l'esclavage en prenant appui notamment sur ce document. Et donc ici, vous avez un échange entre élèves. Et cet échange entre élèves montre que les élèves sont perdus. Ils sont face à ce tableau et qu'est-ce qu'ils voient? Il dit, ah, on voit des Noirs qui sont heureux, qui lâchent leurs menottes. On voit quelqu'un qui annonce la libération des esclaves. On voit quelqu'un qui lève les bras. Enfin, bref, ils prennent le tableau au premier degré et ils n'y voient pas en fait ce que veut dire ce tableau. Parce que ce tableau, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la République est grande, la République est généreuse, la République vient à peine d'être installée et que la République est humaniste. Et plutôt que d'y voir en fait une œuvre de propagande pour la République, ils ne prennent que le message au premier degré. Et donc, plutôt que d'avoir un schéma explicatif de l'abolition de l'esclavage, ils en tirent en fait une analyse assez pauvre. Donc, bien entendu, ensuite, l'enseignant va venir les aider, va leur donner des indices. Et une fois que les élèves vont avoir les indices, ils vont partir dans une analyse critique. Mais c'est bien ce qu'on se posait comme question tout à l'heure.
à ce moment-là de l'étude, les élèves ne sont pas compétents. Ils ont toutes les capacités pour étudier un tableau. Ils savent dire quel est l'auteur, la date, ils sont capables de le décrire, ils sont même capables d'avoir un esprit critique, mais si on les met sur la piste. Mais de but en blanc, quand on leur présente le tableau, ils ne sont pas capables d'avoir un esprit critique sur ce tableau et d'en décoder le message. Donc, ils sont capables, mais ils ne sont pas compétents. Alors, pour conclure, parce que je ne vais pas vous retenir, pour conclure, voilà, une compétence, ce n'est pas une capacité. Souvent en classe, nous travaillons des capacités, mais des capacités qui sont un peu vides de sens. Présenter un document, en donner la date, extraire des informations, ce sont des capacités importantes. Mais ces capacités ne valent rien si l'élève ne reconnaît pas la situation dans laquelle il est. Et la situation, en l'occurrence pour ce tableau, c'était d'être capable de décoder quel était le sens caché de ce tableau. Donc, capacité, nous les travaillons en classe, pas de problème. Contenu, nous les travaillons en classe, pas de problème. Mais peut-être que notre point faible, et je me mets le premier dans la boucle, c'est de ne pas assez mettre nos élèves face à des situations complexes, des tâches complexes, et de leur permettre de reconnaître les situations pour mobiliser à bon escient leurs capacités et leurs connaissances. Pour plaisanter, je vous ai mis quelques compétences. Une vraie compétence, ce n'est pas de connaître les styles de guitariste, mais c'est bien d'être capable, un soir de réveillon, de faire danser toute la famille sur une playlist. Une vraie compétence, c'est une tâche complexe. J'arrive dans une ville que je ne connais pas, comment je me déplace dedans? Ça, c'est une compétence. Une compétence, adapter mon discours en fonction de mon interlocuteur. Ça, je peux connaître tous les mots du vocabulaire, avoir lu tous les livres, être capable de plein de choses. Mais si je ne suis pas capable de reconnaître la situation avec la personne avec qui je me trouve, je ne suis pas compétent. Voter conformément à ses propres intérêts, et puis une vraie compétence d'enseignant. Le vendredi soir, la dernière heure, au mois de mai, avec la classe de quatrième la plus pénible, faire un cours sur la Deuxième République, ça, c'est aussi une compétence professionnelle. Et puis pour nos élèves, eh bien, être compétent, c'est pas seulement avoir mémorisé des connaissances, mais c'est bien d'être capable, le jour J, d'avoir une bonne note aux examens, c'est-à-dire de mobiliser des savoirs, des savoir-faire, mais aussi des savoir-être. Donc voilà, alors pour conclure, vraiment pour conclure, hop, si ça veut bien aller là, je vous donne quelques pistes qui pourraient être des pistes à développer éventuellement pendant l'université d'été. Je vous ai mis quelques-unes de mes photos de classe. Alors, c'est là que vraiment on voit mes élèves un peu en action. Mais vous inquiétez pas, ils ne sont pas toujours comme ça. Quelquefois, ils sont aussi assis derrière leur classe. Et il me semble qu'il y a plusieurs pistes possibles pour pouvoir développer les capacités de nos élèves. Alors, je ne vais pas du tout développer, je vous les évoque. On peut en reparler tout de suite après si vous voulez. La différenciation, ne pas faire toujours la même chose, ne pas faire toujours la même chose pour tous les élèves. C'est pas faire 30 cours différents pour chaque élève, mais c'est bien varier les situations pour permettre à nos élèves de se confronter à différentes situations et être capables de les reconnaître, comme je l'ai dit précédemment. Donc là, des cartes mentales, je pourrais vous en développer sur les différentes manières de différencier en histoire-géographie. Une deuxième piste qui me semble intéressante, poser des problèmes. Un historien ou un géographe étudie toujours un problème. S'il n'y a pas de problème, ça ne vaut pas le coup d'apprendre. Donc, poser des problèmes, être dans une démarche de problématisation avec nos élèves, voilà quelque chose qui permet, à mon avis aussi, de développer des compétences. La troisième chose, c'est ce qu'on appellerait la métacognition, c'est-à-dire être capable de savoir ce que l'on est en train de faire et pourquoi on est en train de le faire. Souvent, nos élèves sont dans des malentendus socio-cognitifs. Ils attendent quelque chose de nous, nous attendons quelque chose d'eux, mais comme le contrat est implicite, nous n'attendons pas les mêmes choses. Donc, d'être dans une pédagogie explicite et qui permet de développer ce que j'appellerais la métacognition, c'est-à-dire permettre à nos élèves d'être capables de réfléchir et de verbaliser pourquoi je fais ça, quels outils j'ai besoin, quel est l'enjeu de cette tâche, parce que si je colorie la carte des États-Unis, c'est pas pour la colorier, mais c'est bien pour localiser des espaces, comment je vais faire et qu'est-ce que j'ai acquis à la fin.
Donc, pour terminer, là, je vous passe vraiment mon petit monsieur Marc Prouchet qui nous dit plein de choses intéressantes, mais j'y reviendrai dans une autre occasion. Ne vous inquiétez pas, je voudrais juste arriver à ma dernière diapositive qui me semble très importante. Alors, notre travail en tant qu'enseignant, et ben voilà, notre travail en tant qu'enseignant, ça va être vite fait et terminé. Notre travail en tant qu'enseignant n'est pas seulement de transmettre, mais de permettre à nos élèves d'être confrontés au savoir. Et notre travail, de moins en moins un travail de transmission, mais de plus en plus un travail d'accompagnement, accompagner nos élèves à se confronter au savoir. Voilà, 18h02. Tu as été parfait, Philippe. Merci. Et merci. Désolé pour cette contrainte temporelle, mais Non, non, mais ça fait partie du jeu. ça fait partie du jeu. Et je pense que de toute façon, c'est toujours une frustration pour tout le monde quand en plus le débat est passionnant et passionné, puisque tu nous as transmis toutes ces informations vraiment avec beaucoup de joie, j'allais dire, presque de passion dans la parole. On sent le praticien qui aime son métier d'enseignant, avec tout ce que ça peut représenter aussi parfois comme difficulté. Euh, Vraiment, nous te remercions de cette présentation. Bien évidemment, chers collègues, sentez-vous libre d'adresser des questions à Philippe via le chat, si vous en avez. J'en profite en attendant. Merci aux collègues qui commencent à réagir. J'en profite pour vous dire, bien évidemment, que la totalité de la présentation de Philippe sera disponible sur le lien que je viens de copier-coller dans le fil de discussion sur l'Institut français. Donc, vous aurez accès à toutes les références évoquées par Philippe et à son support de présentation. Nous t'en remercions aussi, puisque nous savons que ça représente aussi beaucoup de travail. Vous dire aussi, peut-être dans le sillon de ce que annonçait Philippe, c'est que certains d'entre vous savent peut-être déjà, d'autres pas, que pour la 8e année consécutive, nous organiserons une université d'été pour les professeurs de français, mais aussi les professeurs en français, c'est-à-dire vous-même, les professeurs de disciplines non linguistiques en français, et que dans le cadre de cette université 2021, Philippe animera un atelier de 7h30 qui creusera encore davantage les éléments qu'il a pu évoquer avec vous aujourd'hui. Et cet atelier serait répété une deuxième fois pour un deuxième groupe d'enseignants, mais vous allez recevoir les informations, si ce n'est pas déjà le cas, de la part de vos consejerías de éducation, mais n'hésitez pas à nous écrire également. D'ailleurs, je vous tape mon adresse courriel dans le fil de discussion. N'hésitez pas à l'utiliser. Alors Philippe, peut-être, je vois que les collègues sont toujours connectés, mais nous n'avons pas de questions pour le moment spécifiques dans le chat. C'est toujours un peu ce moment des questions-réponses. Alors, premièrement, c'est probablement que tu étais très, très clair dans tes propos. Moi, j'aimerais déjà t'en poser une pour commencer. Puisque tu nous as montré une petite illustration de quelques vies de classe que tu vis. Est-ce que tu peux nous expliquer pour que les collègues enseignants aussi puissent comprendre la différence de contexte? Par exemple, tes groupes classes sont composés de combien d'élèves? Est-ce que tu es accompagné on va dire, par l'équipe de direction dans cette approche pédagogique par compétences? Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré pleinement dans votre manière d'enseigner au lycée français de Bilbao, en général dans les établissements français, et même en général en France finalement? Il y a beaucoup de débats, hein, j'en ai déjà parlé à l'instant. La France adore se battre, enfin, au moins se chicaner sur des histoires d'enseignement. Donc, il reste encore deux écoles, hein, l'école des transmetteurs, l'école des constructeurs. Bon, le débat est plus ou moins intense. Il est vrai que nous, dans les lycées français à l'étranger, nous suivons les instructions officielles. Nous sommes en quelque sorte surtout dans les gros lycées comme à Madrid, à Barcelone, à Lisbonne, à Valence, qui sont des lycées ce s'appelle des lycées des EGD, donc des lycées qui sont des
comment je vais vous expliquer ça, qui sont un peu des délocalisations des lycées français à l'étranger. Nous devons suivre à la lettre, et même pour tous les lycées français, les instructions officielles. Donc, les instructions officielles sont basées sur l'approche par les compétences. Nous devons enseigner à nos élèves un socle commun de compétences jusqu'en troisième. Et donc, nous sommes vraiment là-dessus. Alors après, les conditions d'enseignement sont comme partout, hein. Nous avons dans nos classes 25 élèves dans les classes de collège. C'est la norme en France, hein, c'est la loi. Et puis dans les classes de lycée, j'ai eu jusqu'à 36 élèves en classe de terminale. Donc là, ça c'est au niveau des élèves. Après, donc, nous sommes bien entendu soutenus par les équipes de direction dans la mise en œuvre de cette approche pédagogique parce que ce sont nos textes officiels. Alors après, lorsqu'on passe au lycée, bien entendu, il faut acquérir un certain niveau. La plupart de nos élèves vont ensuite dans les universités espagnoles, donc il faut aussi qu'on leur permette de pouvoir réussir d'obtenir cette fameuse nota de corte. Donc peut-être qu'au lycée, nous sommes un peu moins orientés sur les compétences. Mais une des marques, en tout cas, de l'enseignement français, qu'il soit en France ou à l'étranger, c'est de permettre à tous nos élèves d'acquérir ce socle commun à l'issue de la troisième. Donc, ce socle commun, il est caractérisé par 5 grandes compétences et toute notre approche est basée là-dessus. Et donc, en fait, les connaissances sont au service de la maîtrise des compétences et non pas le contraire. Entendu, très clair, effectivement. Peut-être que les collègues réagiront ou auront l'occasion de réagir avec toi sur ce que tu viens de dire, justement, par cette. Ce que tu décrivais, Là, hein, que là, c'est intégré directement, hein, dans les programmes voilà. officiels. Là, j'explique la prescription, hein, ce qu'on Absolument. nous prescrit de faire. Après, comme les collègues le savent très bien, ça, c'est le charme de notre métier. Il y a le travail prescrit, il y a le travail réel, et après, il y a le décalage entre les deux. On fait toujours ce qu'on peut, hein. Absolument, Et ça, c'est propre à absolument, notre métier, hein. absolument. Écoute Philippe, donc chers collègues, hein, n'oubliez pas que vous pouvez adresser vos questions par écrit à Philippe. Vous pourrez aussi me les adresser à moi directement a posteriori et je me ferai un plaisir de les relayer bien sûr à Philippe, hein. Donc, ce qui me paraît intéressant aussi, et je ne sais pas si tu as l'occasion, toi, dans ton contexte, de mettre ça en pratique, c'est comment le travail interdisciplinaire aussi peut aider à faire monter nos élèves en compétences d'une manière tout à fait en plus pertinente, hein, de par la situation d'enseignement des collègues qui nous écoutent, puisqu'a priori vous êtes soit dans une classe, dans une filière bilingue, soit dans un dispositif bac-bac. Donc, vous avez des interactions avec vos collègues de français qui enseignent le français ou la littérature. Est-ce que c'est une pratique, l'interdisciplinarité ou le projet interdisciplinaire que tu as, sur lequel tu as de l'expérience et qui est mise en pratique donc, dans le cadre de ton enseignement, de ton contexte d'enseignement? Donc, en fait, dans le système français, au niveau du collège, il y a ce qu'on appelle les épis. Donc, c'est des travaux, donc épis interdisciplinaires, il me manque les deux mots. Enfin bref, ce sont des travaux interdisciplinaires qui sont mis en place au collège et qui sont tout à fait inscrits dans les programmes. Donc ça, c'est déjà pris en compte dans le système français. Alors après, c'est plus ou moins mis en œuvre dans les établissements. Au niveau du lycée, plus rien. Autrefois, nous avions des travaux personnels encadrés qui mobilisait 2 disciplines qui permet de travailler en interdisciplinarité. Ce n'est plus le cas. Mais ce que l'on voit apparaître dans le nouveau bac, nous avons ce qu'on appelle l'épreuve du grand oral. Et on s'aperçoit que cette épreuve du grand oral mobilise énormément de capacités. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour être compétent le jour du grand oral, il va falloir mobiliser énormément de capacités. Et cette capacité, notamment à s'exprimer devant un public, elle ne se travaille pas qu'en histoire-géographie. Elle se travaille en français, elle se travaille en mathématiques même. Et donc, on est en train de découvrir que finalement, nous travaillons chacun dans notre coin. Je parlais tout à l'heure des boîtes 2, c'est vrai aussi pour les enseignants. Et on s'aperçoit en fait de la nécessité de travailler entre nous et de donner du sens en fait pour nos élèves, de donner du sens à ce qu'ils font. Parce que souvent, nos élèves compartimentent les disciplines. Ils peuvent être très compétents sur une discipline et oublier la même compétence dans une autre. Ils sont incapables de transférer. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un besoin de formation. Alors, ce qui est mis en place dans les lycées français, c'est ce qui s'appelle l'accompagnement personnalisé.
2 heures par semaine, de la seconde à la terminale, qui aurait pour ambition justement de rendre nos élèves compétents en leur permettant de comprendre ce que j'apprends ici, ce que j'apprends là, ce que j'apprends là, comment finalement tout collabore en fait à à une même construction de compétences. Alors, c'est très difficile à mettre en œuvre, c'est encore balbutiant, mais je pense qu'on va vers cela. L'enseignement du 21e siècle, souvent quand j'ai des jeunes enseignants qui débutent, là, qui ont une vingtaine d'années, qui viennent de commencer, on est en 2020, je leur dis, n'oublie pas que tu seras professeur en 2065. En 2065, est-ce que tu penses que tu enseigneras comme en 2020? Il est sûr que non. Donc, je pense qu'on se dirige vers quelque chose, bah, notamment avec le numérique et l'accès aux ressources, etc., vers des élèves peut-être plus autonomes dans l'acquisition des savoirs, mais des élèves qui vont avoir besoin de leurs enseignants pour donner du sens à ces savoirs et les connecter. Et je crois que notre métier, il va vraiment, de transmetteur de connaissances, on va plutôt passer à être un passeur et surtout un donneur de sens de ces connaissances. Voilà comment je conçois l'avenir. Merci Philippe, vraiment merci beaucoup pour ces éléments de réponse qui donnent aussi matière à réfléchir effectivement en termes de projection, sachant que nos métiers, je me permets d'utiliser le nous, puisque je suis quand Ah oui, même professeur de formation, j'ai enseigné 10 ans également, et je pense qu'en plus, voilà, la pandémie que nous venons de vivre et qui n'est pas tout à fait terminée, aura été un catalyseur aussi d'évolution de nos pratiques. J'en profite là pour vraiment de la manière la plus sincère et la plus simple, hein, vous rendre hommage, bah, Philippe, hein, je t'inclus, et tous les professeurs encore connectés qui nous écoutent, d'avoir vraiment traversé cette période de pandémie, bah, voilà, à vos postes, dans vos établissements, aux côtés de vos élèves, parce que je suis aujourd'hui dans un bureau, mais je me projette à plusieurs moments. Je me suis projeté en classe encore à l'époque, et j'imagine que vous avez dû vivre des moments aussi très compliqués. Et pour avoir assisté à quelques jurys de Bachibac, justement cette année, d'épreuves d'expression orale, d'avoir vu des élèves produire, faire leur oral, alors qu'ils ont vécu, ils ont la génération Bachibac Covid, avec une qualité de français aussi élevée. Je sais que c'est ben voilà, hein, je ne vais pas mettre un pourcentage, mais je sais que c'est en grande partie grâce à votre travail et votre implication dans des conditions qui sont, nous le savons bien, parfois très compliquées pour plein de raisons. Donc, merci à vous, merci aux enseignants qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci infiniment, Philippe, pour ta participation et pour ta bonne humeur. C'est vraiment agréable de travailler dans ces conditions. Chers collègues, nous maintenons le lien. Nous mettrons en ligne l'enregistrement de Philippe très prochainement sur le site internet de l'Institut français. N'hésitez pas à nous contacter directement. Nous avons des idées, on en a déjà parlé avec Philippe. Alors, on vous les annoncera quand elles seront concrétisées, pardon, mais nous avons décidé des idées pour essayer de développer, de fédérer une communauté Bachibac en Espagne. C'est un sujet qui intéresse beaucoup Philippe et nous l'en remercions. Donc, rendez-vous très prochainement avec, je l'espère, des nouveautés et des actions qui pourront vous permettre, ben voilà, de vous sentir toujours plus accompagné dans votre pratique de classe en dispositif Bachibac. D'ici là, merci infiniment, Philippe, depuis merci Sébastien. Barcelone. Je te dis à bientôt. Et depuis Bilbao, à bientôt. Et chers collègues, merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Bonne Au soirée. revoir.